Bonjour et bonne réception pour ce chapitre 3, la mise en œuvre du plan d'audit et la collecte des éléments probants. Un rappel sur le plan de ce chapitre qui se compose de 7 sections. Une première section assez longue. Il s'agit des concepts de base. Qu'est-ce qu'on entend dire par éléments probants? C'est quoi assertion, test, procédé d'audit? Section 2. L'allocation du seuil de signification globale et la fixation de l'erreur tolérable. En troisième section, les tests de procédure et l'évaluation des résultats. Application à certains modules de contrôle interne. Achats et charges. Vente et produits. Section 4. L'échantillonnage statistique dans les tests de procédure. Section 5. Les contrôles substantifs et l'évaluation des résultats. Application aux principaux comptes réplétifs et aux estimations comptables. Section 6. L'échantillonnage statistique dans les contrôles substantifs. Et enfin, septième section, évaluation du caractère suffisant et adéquat des éléments probants réunis. Section 1. Concept de base. 1.1. Les éléments probants. Au terme de l'ISA 500 révisé, l'auditeur doit réunir des éléments probants suffisants et adéquats pour être en mesure de tirer des conclusions raisonnables sur lesquelles il pourra fonder son opinion. Les éléments probants s'entendent au sens de l'ISA 500 de toutes les informations utilisées par l'auditeur pour parvenir aux conclusions sur lesquelles il fonde son opinion et comprennent 1. Les documents comptables qui sous-tendent les états financiers. 2. D'autres informations. 1. Les documents comptables comprennent généralement les journaux des écritures et les pièces justificatives telles que des écritures comptables de base ainsi que les pièces ou documents justificatifs tels que des chèques ou la trace des transferts électroniques de fonds, des factures, contrats, fiches de paie, le grand livre et les livres auxiliaires, les journaux d'écriture comptable et autres ajustements des états financiers qui ne sont pas enregistrés par des journaux d'écriture formels. Des documents tels que des feuilles de travail, des feuilles de calcul sous-tendant l'allocation des coûts, les calculs d'amortissement, les rapprochements, les informations fournies dans les états financiers. Les écritures comptables sont souvent initiées, enregistrées, traitées et présentées sous forme électronique. La comptabilité peut faire partie des systèmes intégrés qui centralisent des données et couvrent tous les aspects de l'entité relatifs aux objectifs d'élaboration de l'information financière, opérationnelle et de conformité aux règles fixées. Les autres informations que l'auditeur peut utiliser comme éléments probants comprennent les procès-verbaux des réunions, des confirmations de tiers, des rapports d'analyse, des données comptables concernant les concurrents, des manuels portant sur les contrôles internes, les informations recueillies par l'auditeur à partir de procédures d'audit, comme les demandes d'information, l'observation et l'inspection. D'autres informations obtenues par l'auditeur
soumises à sa disposition, lui permettant d'aboutir à des conclusions sur la base d'un raisonnement fondé. Les éléments probants doivent être suffisants et appropriés. Le caractère suffisant des éléments probants a trait à la quantité d'éléments réunis. Le caractère approprié, adéquat des éléments probants a trait à leur qualité, c'est-à-dire à la mesure dans laquelle ils sont pertinents et fiables pour étayer les flux d'opérations, les soldes de compte et les informations fournies, ainsi que les assertions connexes, ou pour permettre de détecter les anomalies. La quantité d'éléments probants qu'il est nécessaire de réunir est fonction du risque d'anomalies significatives. Plus le risque est élevé, plus il faut réunir d'éléments probants, et aussi de la qualité des éléments probants réunis. Meilleure est la qualité des éléments probants, moins il en faut. Le caractère suffisant et le caractère approprié des éléments probants sont donc des notions interdépendantes et probant et l'utilité de l'information obtenue. Cependant, la question de la difficulté ou du coût ne constitue pas en soi une raison valable pour s'abstenir de mettre en œuvre une procédure de contrôle lorsqu'il n'existe aucun procédé de remplacement. Parallèlement, l'auditeur doit apprécier des copies de documents avec un esprit critique. D'après le paragraphe 10 de l'ISA 500, un audit implique rarement l'authentification des documents et l'auditeur n'est ni formé ni supposé être un expert en la matière. Cependant, il apprécie la fiabilité des informations à utiliser comme éléments probants. Par exemple, des photocopies, des facsimilés, des documents filmés, digitalisés ou autres documents électroniques, y compris, le cas échéant, le contrôle exercé sur leur établissement et leur mise à jour. Les assertions. D'après le paragraphe 15 de l'ISA 500, il est de la responsabilité de la direction de présenter des états financiers qui reflètent sincèrement la nature et les opérations de l'entité. En déclarant que les états financiers donnent une image fidèle ou présentent sincèrement dans tous leurs aspects significatifs, selon le référentiel comptable applicable. La direction fait implicitement ou explicitement des assertions en matière de comptabilisation, d'évaluation, de présentation et de communication des divers éléments des états financiers et des informations fournies y relatives. L'auditeur prend en considération les assertions dans l'évaluation des risques en tenant compte des différents types d'anomalies éventuelles qui peuvent survenir et, de cette façon, définit des procédures d'audit en réponse aux risques identifiés. D'après le paragraphe 16 de l'ISA 500, l'auditeur doit utiliser les assertions relatives au flux d'opérations, au solde de compte, ainsi qu'à la présentation et aux informations fournies dans les états financiers.
de façon suffisamment détaillée pour servir de base à son évaluation du risque d'anomalies significatives, ainsi qu'à la définition et à l'exécution de procédures d'audit complémentaires. Rappel assertion. Petit a. Assertion concernant les flux d'opérations et les événements survenus au cours de la période d'auditée. 1. Survenance. Les opérations et les événements qui ont été enregistrés ne sont produits et se rapportent à l'entité. 2. L'exhaustivité. Toutes les opérations et tous les événements qui auraient dû être enregistrés sont comptabilisés. 3. L'exactitude. Les montants et autres données relatives aux opérations et événements ont été correctement enregistrés. 4. Séparation des périodes. Les opérations, les événements ont été enregistrés dans la bonne période comptable. 5. L'imputation comptable. Les opérations et les événements ont enregistré dans les comptes appropriés. Petit b. Assertion concernant les soldes des comptes en fin de période. 1. L'existence. Les actifs, les passifs et les fonds propres existent. 2. Droits et obligations. L'entité détient ou contrôle les droits sur les actifs et les dettes correspondent aux obligations de l'entité. 3. Exhaustivité. Tous les actifs, les passifs, les fonds propres qui auraient dû être enregistrés l'ont bien été. 4. Valorisation et affectation. Les actifs, les passifs et les fonds propres sont portés dans les états financiers pour leur bonne valeur et tous les ajustements résultant de leur valorisation ou de leur affectation sont enregistrés de façon appropriée. Petit c. Assertion concernant la présentation et les informations fournies dans les états financiers. Petit 1. Survenance. Droits et obligations. Les événements, les transactions et les autres informations fournies se sont produits et se rapportent à l'entité. Petit 2. L'exhaustivité. Toutes les informations se rapportant aux états financiers qui doivent être fournis dans ces états l'ont bien été. 3. Classification et compréhension. L'information financière est présentée et décrite de manière pertinente et les informations fournies dans les états financiers sont clairement présentées. Petit 4. Exactitude et valorisation. Les informations financières et les autres informations sont fournies sincèrement et pour des montants corrects. D'après le paragraphe 16 de l'ISA 500, l'auditeur peut utiliser les assertions telles que décrites ci-avant ou peut les exprimer différemment à condition que tous les aspects décrits ci-avant soient traités. Par exemple, l'auditeur peut choisir de combiner les assertions concernant les opérations et les événements avec celles concernant les soldes de compte. Comme autre exemple, il peut ne pas y avoir d'assertion distincte relative à la césure des opérations et des événements en fin de période. Lorsque les assertions relatives à la survenance et à l'exhaustivité englobent une prise en compte correcte de l'enregistrement des opérations au cours de la période comptable adéquate.
Les procédés d'audit pour l'obtention des éléments probants, l'opinion de l'auditeur doit être fondée sur des éléments probants, preuves d'audit suffisants et appropriés obtenus à l'aide des procédés d'audit. Au terme du paragraphe 19 de l'ISA 500, l'auditeur collecte les éléments probants pour parvenir à des conclusions raisonnables sur lesquelles il fonde son opinion en mettant en œuvre des procédures d'audit en vue, petit a, d'acquérir la connaissance de l'entité et de son environnement, y compris de son contrôle interne, pour évaluer le risque d'anomalies significatives au niveau des états financiers et au niveau des assertions. Pour les procédures d'audit mises en œuvre à cet effet, il est fait référence dans les normes ISA aux procédures d'évaluation des risques. Petit b. Quand ceci est nécessaire ou lorsque l'auditeur a estimé devoir procéder ainsi, de tester l'efficacité du fonctionnement des contrôles en matière de prévention ou de détection et de correction des anomalies significatives au niveau des assertions. Pour les procédures d'audit mises en œuvre à cet effet, il est fait référence dans les normes ISA aux tests de procédure. C. De détecter des anomalies significatives au niveau des assertions pour les procédures d'audit mises en œuvre à cet effet. Il est fait référence dans les normes ISA au contrôle de substances. Ces procédures comprennent des tests sur les flux d'opérations, sur les soldes de compte et sur les informations fournies dans les états financiers, ainsi que des procédures analytiques de substances. Les procédés d'audit sont donc de 3 catégories. 1. Les procédés d'évaluation des risques. Deuxième catégorie de procédures d'audit, de procédés d'audit, les tests de procédure et les contrôles de substances, tests de détail des catégories d'opérations, des soldes des comptes et les procédures analytiques. Ces procédures, seules ou de manière combinée, peuvent être utilisées en tant que procédure d'évaluation de risque, comme test de procédure ou comme contrôle de substance, selon le contexte dans lequel l'auditeur les met en œuvre. Dans certaines situations, les éléments probants collectés lors d'audits antérieurs peuvent fournir des éléments probants pour la période auditée, à condition que l'auditeur mette en œuvre des procédures pour s'assurer qu'ils restent pertinents. La mise en œuvre des procédés d'appréciation des risques s'effectue dans le cadre de la phase planification et d'acquisition d'une compréhension de l'entité et de son environnement, y compris de son contrôle interne, ce qui permet à l'auditeur d'apprécier les risques d'anomalies significatives au niveau des états financiers et au niveau des assertions. D'après le paragraphe 20 de l'ISA 500, l'auditeur met toujours en œuvre des procédures d'évaluation des risques en vue de fournir une base satisfaisante pour l'évaluation des risques au niveau des états financiers et au niveau des assertions. Néanmoins, les procédures d'évaluation des risques ne fournissent pas par elles-mêmes des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Elles sont complétées par des procédures d'audit complémentaires sous forme de tests de procédure et, si nécessaire, par des contrôles de substances. Cette norme précise en outre que les procédés d'appréciation des risques
ne fournissent pas en eux-mêmes des éléments probants suffisants et appropriés sur lesquels l'auditeur pourrait fonder son opinion. Ils sont donc complétés par d'autres procédés qui prennent la forme de tests de contrôle et de procédés de substance. D'après le paragraphe 21 de l'ISA 500, les tests de procédure sont nécessaires dans deux situations. Lorsque l'évaluation du risque par l'auditeur anticipe un fonctionnement efficace des contrôles, l'auditeur est tenu de les tester pour étayer son évaluation du risque. De plus, lorsque les contrôles de substance ne fournissent pas à eux seuls des éléments probants, suffisants et appropriés, l'auditeur est tenu de mettre en œuvre des tests de procédure en vue de recueillir des éléments probants relatifs à l'efficacité de leur fonctionnement. Contrôle de substance pour répondre à une évaluation spécifique du risque d'anomalie significative qui prend en compte, le cas échéant, le résultat des tests de procédure réalisés. L'évaluation du risque par l'auditeur repose en toute hypothèse sur son jugement professionnel et elle peut donc ne pas être suffisamment précise pour identifier tous les risques. L'anomalie significative. De plus, il existe des limites inhérentes au contrôle interne, telles que le risque que la direction outrepasse les contrôles, la possibilité d'une erreur humaine et l'impact des modifications dans les systèmes. Pour cette raison, des contrôles de substances, des flux d'opérations, des soldes de comptes et des informations fournies dans les états financiers, dès lors qu'ils sont significatifs, sont toujours nécessaires pour recueillir des éléments probants, suffisants et appropriés. 1-3. Catégorie de transactions et approche d'audit. Les états financiers d'une entité sont le couronnement d'un processus de traitement de différentes catégories de transactions. Celles-ci s'entendent non seulement des transactions avec les tiers, mais aussi des estimations comptables, des transferts internes et des affectations. Elles peuvent être classées en trois grandes catégories: les transactions routinières, les transactions non routinières et les estimations comptables. À chacune de ces catégories de transactions, ses spécificités qui peuvent influencer le choix de l'approche d'audit qui est applicable. 1. Transactions routinières. Les transactions routinières résultent des opérations de routine de l'entité. Elles ont généralement les caractéristiques suivantes: nombreuses, de valeur individuelle relativement réduite et répétitives, prévisibles, mesurables de manière objective. Elles n'appellent que peu ou pas du tout de recours au jugement, traitées de façon similaire chaque fois qu'elles se produisent. Ces caractéristiques favorisent la mécanisation des transactions routinières et incitent la direction à mettre en place un système rigoureux de traitement et de contrôle de celles-ci. Ainsi, en matière de transactions routinières, le risque lié au contrôle provient essentiellement non pas de l'inefficacité du contrôle interne, mais du fait que celui-ci soit contourné. Cela nécessite souvent l'aval de la direction. Enfin,
Pour cette catégorie de transactions, c'est moins la mise en application des procédures de contrôle interne qui génèrent de risques d'anomalie que la conception de celle-ci. Rappelons, en effet, qu'une mauvaise conception de système est source de risques élevés pour ce type de transaction, notamment dans un milieu informatisé. Une erreur de conception concernant les transactions routinières aura pour effet de générer des erreurs en cascade dans la population concernée. 2. Transactions non routinières. Les transactions non routinières résultent des opérations ponctuelles ou exceptionnelles qui se situent hors du cours routinier de l'activité de l'entité. Elles sont inhabituelles en raison de leur taille, de leur nature ou de leur fréquence. Elles ont généralement les caractéristiques suivantes. Peu nombreuses, des valeurs individuelles relativement importantes, non prévisibles, subjectives et requièrent souvent le recours au jugement pour la détermination de leur montant ou de la période comptable à laquelle elles doivent être rattachées. Soulèvent des interrogations sur l'intention ayant conduit à leur déclenchement ou sur la réalité économique des opérations induites. Leurs calculs et leur traitement comptable obéissent souvent à des principes et règles complexes. Nécessitent souvent l'implication de la haute hiérarchie, autorisation, approbation. Étant donné toutes ces caractéristiques, le risque inhérent lié à cette catégorie de transactions est généralement élevé. Il est plus important que celui lié aux transactions routinières. Par ailleurs, il est difficile, en raison de ces caractéristiques, de mettre en place des procédures de contrôle interne efficaces pour les transactions non routinières. Les coûts induits par l'instauration de telles procédures pour des transactions non récurrentes dépassent souvent les gains qui leur sont associés. Puis, pour ce type de transactions, même si des procédures de contrôle interne existent, elles nécessitent fréquemment des traitements manuels, leur automatisation étant difficile. 3. Estimation comptable. Une estimation comptable désigne au terme de l'ISA 540 une évaluation approximative du montant d'un élément en l'absence de méthode de mesure précise. Par exemple, les provisions pour dépréciation des stocks et créances pour les ramener à leur valeur probable de réalisation. L'amortissement du coût des immobilisations corporelles sur leur durée d'utilité estimée. Les produits à recevoir. Les impôts différés. Les provisions pour risque pour un procès en cours. Les pertes sur les contrats de construction en cours. Les provisions pour garantie. Les estimations comptables sont donc des approximations de certaines rubriques des états financiers. Elles ont pour objet de mesurer les effets de transactions ou d'événements passés ayant généré un droit ou une obligation actuelle. Elles peuvent aussi avoir comme objet de quantifier l'impact d'un changement intervenu sur un actif ou un passif afin de refléter son état actuel. Les estimations comptables sont caractérisées souvent par l'absence de méthode de mesure précise pour les raisons suivantes. Leur mesure ou évaluation
peut dépendre de la survenance ou non d'un ou plusieurs événements futurs, insertions, qui peuvent ne pas être totalement sous le contrôle de l'entreprise. Les informations pertinentes relatives aux transactions et événements concernés ne peuvent être rassemblées dans les délais impartis sans frais excessifs. Certains des transactions et événements concernés nécessitent de par leur nature le recours au jugement. Ces estimations sont souvent effectuées dans des conditions d'incertitude quant à l'issue d'événements qui se sont produits ou sont susceptibles de se produire et nécessitent l'exercice d'un jugement. En conséquence, les estimations comptables engendrent un risque d'anomalie significative plus élevé et, dans certains cas, l'auditeur peut considérer que ce risque est important et requiert une attention toute particulière. En conséquence, la direction est responsable des estimations comptables contenues dans les états financiers. D'après le paragraphe 8 de l'ISA 540, l'auditeur doit définir et mettre en œuvre des procédures d'audit complémentaires afin de recueillir des éléments probants, suffisants et appropriés sur le caractère raisonnable des estimations comptables faites par l'entité au regard des circonstances et, lorsque ceci est requis, sur la pertinence de l'information fournie dans les états financiers. Les éléments probants disponibles pour déceler une anomalie significative dans une estimation comptable seront souvent plus difficiles à recueillir et moins convaincants que ceux disponibles pour déceler une anomalie significative dans d'autres éléments des états financiers. La connaissance qu'a l'auditeur de l'entité et de son environnement, y compris de son contrôle interne, l'aide à identifier et à évaluer les risques d'anomalies significatives dans les estimations comptables faites par l'entité. D'après le paragraphe 10 de l'ISA 540, l'auditeur doit suivre une ou plusieurs des approches suivantes pour l'audit d'une estimation comptable. Petit a. Revue et test de la procédure suivie par la direction pour procéder à l'estimation. Approche B. Utilisation d'une estimation indépendante pour la comparer avec celle faite par la direction. Troisième approche. Revue des événements postérieurs à la date de clôture permettant de fournir des éléments probants sur le caractère raisonnable de l'estimation. D'après le paragraphe 11 de l'ISA 540, en règle générale, les phases d'examen et de test de la procédure suivie par la direction sont les suivantes. Petit a. Évaluation des données et appréciation des hypothèses sur lesquelles l'estimation est fondée. Petit b. Vérification par test des calculs utilisés dans l'estimation. C. Comparaison, lorsque cela est possible, des estimations faites des périodes précédentes avec les résultats réels de ces mêmes périodes. Et revue des procédures d'approbation de la direction. Petit a. Évaluation des données et appréciation des hypothèses. L'auditeur évalue si les données sur lesquelles l'estimation s'appuie sont correctes, complètes et pertinentes. Si ces données produites par l'entité sont utilisées, leur cohérence avec les données traitées par le système relatif à l'élaboration de l'information financière est revue. Par exemple, pour justifier une provision pour garantie, l'auditeur recueille des éléments probants confirmant que les données relatives aux produits
encore couverts par la période de garantie à la fin de la période sont en accord avec les informations sur les ventes contenues dans le système d'élaboration de l'information financière. L'auditeur peut également rechercher des éléments probants provenant de sources externes à l'entité. Par exemple, lorsqu'il examine une provision pour obsolescence des stocks calculés par référence aux ventes futures prévues. L'auditeur peut rechercher des éléments probants à partir des projections de vente et des analyses de marché effectuées à l'extérieur dans le secteur d'activité. En plus de l'examen des données internes, telles que les ventes antérieures, les commandes en portefeuille et les tendances commerciales. De même, lorsque l'auditeur examine les estimations de la direction relatives à l'incidence financière de procès ou de contentieux, il entre en contact direct avec les avocats de l'entité. L'auditeur évalue si les données collectées sont correctement analysées et projetées et constituent une base raisonnable pour procéder à l'estimation comptable. Il peut s'agir par exemple de l'analyse de l'ancienneté des créances clients ou d'une projection du nombre de mois d'approvisionnement d'un article en stock en fonction de son utilisation passée et prévue. L'auditeur détermine si les principales hypothèses utilisées par l'entité pour une estimation comptable s'appuient sur une base valable. Pour évaluer les hypothèses sur lesquelles se fonde l'estimation, l'auditeur détermine notamment si ces hypothèses sont raisonnables compte tenu des résultats réels des périodes précédentes, cohérentes avec celles utilisées pour d'autres estimations comptables, cohérentes avec les plans de la direction jugés raisonnables. L'auditeur accorde une attention particulière aux hypothèses sensibles aux variations, subjectives ou susceptibles de contenir des anomalies significatives. Dans le cas de processus d'estimation complexes impliquant des techniques spécialisées, l'auditeur peut juger nécessaire d'utiliser les travaux d'un expert, par exemple d'ingénieur, pour évaluer la quantité d'un tas de minerais ou sa teneur. Des modalités d'application concernant l'utilisation des travaux d'un expert sont fournies dans la norme ISA 620, entre guillemets, utilisation des travaux d'un expert. Petit b, vérification des calculs. L'auditeur met en œuvre des procédures d'audit pour vérifier les procédures de calcul appliquées par la direction. La nature, le calendrier et l'étendue de celle-ci dépendent de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, qui est influencée par différents facteurs tels que la complexité du calcul, de l'estimation comptable, la connaissance de l'auditeur et son évaluation des procédures et des méthodes, y compris des activités de contrôle irrelatives, suivies par l'entité pour procéder aux estimations et du caractère significatif de l'estimation au regard des états financiers. C. Comparaison des estimations des périodes précédentes avec les résultats réels. L'auditeur compare, dans la mesure du possible, les estimations comptables faites au cours des périodes précédentes avec les résultats réels de ces mêmes périodes, afin de recueillir des éléments probants sur la fiabilité globale des procédures et des méthodes d'estimation de l'entité, y compris des contrôles pertinents. De déterminer s'il est nécessaire de rectifier les règles utilisées pour les estimations. De déterminer si les différences entre les résultats réels et les estimations précédentes ont été quantifiées et si, lorsque ceci est nécessaire, les ajustements appropriés ont été effectués
ou si des informations ont été fournies dans les états financiers. D. Revue des procédures d'approbation de la direction. En règle générale, les estimations comptables significatives sont revues et entérinées par la direction. L'auditeur détermine si cette revue est faite et l'approbation donnée par un niveau de direction approprié et que la documentation justifiant du calcul de l'estimation comptable en fait état. L'auditeur peut effectuer ou obtenir une estimation indépendante pour la comparer avec celle effectuée par la direction. En utilisant une estimation indépendante, l'auditeur évalue généralement les données, examine les hypothèses servant de base à cette estimation et met en œuvre des procédures d'audit relatives aux méthodes de calcul appliquées dans le processus d'estimation. Il peut également s'avérer utile de comparer les estimations comptables portant sur des périodes précédentes avec les résultats réels de ces mêmes périodes. Du fait des incertitudes inhérentes aux estimations comptables, l'évaluation des différences d'appréciation est parfois plus difficile que pour d'autres aspects de l'audit. Lorsqu'il existe une différence entre l'estimation par l'auditeur du montant, corroboré au mieux par des éléments probants disponibles, et celui estimé retenu dans les états financiers, l'auditeur détermine si cet écart nécessite un ajustement. Si l'écart est raisonnable, le montant retenu dans les états financiers figure dans une fourchette d'écart acceptable, un ajustement peut ne pas être nécessaire. En revanche, si l'auditeur estime que l'écart n'est pas raisonnable, il demande à la direction de revoir son estimation. Si la direction refuse de revoir son estimation, la différence est considérée comme une anomalie. Elle est prise en compte avec les autres anomalies pour évaluer l'incidence cumulée sur les états financiers. Les transactions et les événements qui surviennent après la fin de l'exercice, mais avant la fin de l'audit, peuvent fournir des éléments probants concernant une estimation comptable faite par la direction. L'examen par l'auditeur de ces transactions et événements peut l'exonérer totalement ou partiellement de la nécessité de mettre en œuvre des procédures d'audit sur la procédure suivie par la direction pour procéder à une estimation comptable ou de recourir à une estimation indépendante pour évaluer le caractère raisonnable de l'estimation comptable. Pour toutes ces considérations, l'instauration d'un contrôle interne recouvrant tous les aspects des estimations comptables est difficile. Néanmoins, lorsque celle-ci utilise des données provenant du traitement par les systèmes en place de transactions routinières, les procédures de contrôle interne établies pour ces dernières peuvent s'appliquer aux estimations comptables. Par exemple, les provisions pour coûts de garantie futurs peuvent correspondre à un pourcentage du chiffre d'affaires réel ou du chiffre d'affaires prévisionnel. Dans ce cas, les procédures afférentes au process vente-recouvrement peuvent être utiles pour arrêter de telles provisions. Le risque inhérent aux estimations comptables peut être élevé en raison de les principes comptables applicables aux estimations comptables peuvent être incertains, peu clairs ou sujets à une large interprétation. Le jugement requis peut être subjectif, complexe ou peut nécessiter la formulation d'hypothèses sur la survenance et l'aboutissement d'événements incertains. L'auditeur doit procéder à une évaluation finale du caractère raisonnable des estimations comptables sur la base de sa connaissance de l'entité et son environnement, et à une revue de cohérence avec les éléments probants recueillis. 4.
approche d'audit applicable à chaque catégorie de transactions. L'existence d'un contrôle interne fiable concernant les transactions routinières peut compenser le niveau éventuellement élevé de leur risque inhérent. Pour ce genre de transactions, la direction a, en effet, intérêt à concevoir des mécanismes pour maîtriser ce risque. Pour gérer de manière efficace l'activité de l'entreprise, la direction a également intérêt à disposer en temps utile d'informations fiables sur les transactions routinières. Cela n'est possible qu'avec l'instauration d'un contrôle interne efficace pour celles-ci. Ainsi, le risque d'anomalie significative, RI fois RC, risque inhérent fois le risque de contrôle, au niveau des transactions routinières, est normalement faible en présence d'un système fiable pour leur traitement, d'où l'approche système leur est généralement applicable. Par contre, pour les transactions non routinières et les estimations comptables, nous avons vu qu'il leur correspond généralement à un risque inhérent élevé et qu'il est difficile de les couvrir par des procédures efficaces de contrôle interne. Cela fait que le risque d'anomalie significative, RI fois RC, risque inhérent fois le risque de contrôle, lié aux transactions non routinières et aux estimations comptables, est souvent élevé. L'approche substantive leur est alors applicable en général. Par ailleurs, la technique d'échantillonnage statistique peut être facilement et efficacement utilisée dans l'audit des transactions routinières, de par leur nombre et leur homogénéité. Cela n'est pas toujours évident pour les transactions non routinières. 5. Application à certains comptes. Petit a, comptes de revenus et de charges. Les tests substantifs relatifs à ces comptes sont généralement ceux de l'examen analytique persuasif, plutôt que les tests sur les transactions et encore moins les tests sur les soldes. B. Comptes affectés par des transactions issues de parties liées. Ce type de transaction intéresse l'auditeur car son exécution risque de ne pas se dérouler dans des conditions normales. Souvent, des tests de détail sont nécessaires. C. Présence à la prise d'inventaire physique des stocks. D'après le paragraphe 4 de l'ISA 501, la direction définit généralement des procédures selon lesquelles le comptable des stocks est effectué au moins une fois par an pour servir de base à l'établissement des états financiers ou pour permettre de vérifier la fiabilité du système d'inventaire permanent. Le paragraphe 5 ajoute que lorsque le stock revêt une importance significative au regard des états financiers, l'auditeur doit recueillir des éléments probants, suffisants et appropriés sur son existence et sur son état en assistant à la prise d'inventaire physique. À moins que ceci soit impossible, l'observation de la prise d'inventaire physique sert de test de procédure ou de contrôle de substance sur les stocks en fonction de l'évaluation des risques faite par l'auditeur et l'approche d'audit planifiée. Lors de sa présence à l'inventaire physique, l'auditeur peut examiner les stocks, s'assurer du respect des procédures d'enregistrement et de contrôle des résultats des comptages définis par la direction et recueillir des éléments probants sur la fiabilité de ces procédures. D'après le paragraphe 6, si l'auditeur
ne peut pas être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique en raison de circonstances imprévues. L'auditeur doit effectuer des comptages physiques ou y assister à une autre date et, le cas échéant, procéder à des contrôles sur des mouvements entre ces deux dates. Lorsque l'auditeur est dans l'impossibilité d'assister aux opérations de prise d'inventaire physique, par exemple en raison de la nature ou du lieu où se trouve le stock, l'auditeur doit déterminer s'il peut mettre en œuvre des procédures alternatives fournissant des éléments probants suffisants et appropriés sur l'existence de celui-ci et sur son état, lui permettant ainsi d'éviter de faire référence dans son rapport à une limitation de l'étendue des travaux d'audit. Par exemple, les documents constatant la vente d'articles produits ou achetés avant la prise de l'inventaire physique peuvent fournir des éléments probants suffisants et appropriés. En application du paragraphe précédent, une désignation tardive après la date de clôture ne doit pas systématiquement donner lieu à une limitation dans le rapport d'audit à éviter dans la mesure où l'auditeur peut mettre en œuvre des procédures alternatives fournissant des éléments probants suffisants et appropriés sur l'existence et l'état des stocks. Lorsque l'auditeur planifie d'assister à la prise d'inventaire physique ou d'avoir recours aux procédures alternatives, il détermine le risque d'anomalies significatives portant sur les stocks, la nature du contrôle interne relative au stock, si les procédures appropriées ont été mises en place et si les instructions ont été communiquées pour la prise d'inventaire physique, le calendrier du comptage des stocks, les lieux où les stocks sont localisés, si l'assistance d'un expert est nécessaire. Le paragraphe 18 précise: lorsque le stock est en dépôt sous le contrôle d'un tiers, l'auditeur obtient en général une confirmation directe de ce dernier quant aux quantités et à l'état des stocks. Détenus pour le compte de l'entité. L'auditeur considère également les aspects suivants. Selon le caractère significatif des stocks en question, l'intégrité et l'indépendance du tiers concerné, la nécessité de sa présence ou de celle d'un autre auditeur aux opérations de comptage d'inventaire, la nécessité d'obtenir un rapport d'un autre auditeur sur le caractère adéquat du système de contrôle interne du tiers concerné, permettant de s'assurer que les quantités en stock sont correctement comptées et que les stocks sont en sécurité. La nécessité d'examiner la documentation relative au stock détenu par des tiers, par exemple les récépissés d'entrepôt, l'obtention d'une confirmation d'autres tiers auprès de qui ces stocks ont été déposés en gage, des demandes d'informations concernant les procès et les contentieux. Les procès et les contentieux impliquant une entité peuvent avoir une incidence significative sur les états financiers et, en conséquence, il peut être nécessaire de les mentionner et ou d'en provisionner l'incidence financière dans ces derniers. D'après le paragraphe 32 de l'ISA 501, l'auditeur
doit mettre en œuvre des procédures d'audit pour identifier des procès ou des contentieux impliquant l'entité et susceptibles d'avoir une incidence significative sur les états financiers. Ces procédures peuvent comporter les actions suivantes. Entretien avec la direction et obtention de déclarations. Examen des procès-verbaux des réunions des personnes constituant le gouvernement d'entreprise et de la correspondance échangée avec les conseils juridiques de l'entité. Examen des comptes d'honoraires juridiques. Utilisation de toutes les informations obtenues relatives aux activités de l'entité, y compris des informations provenant d'entretien avec le service juridique. Lorsque l'auditeur a identifié un risque d'anomalie significative provenant de procès ou de contentieux, ou lorsqu'il soupçonne leur existence, il doit demander à ce que des informations lui soient communiquées directement par les conseils juridiques de l'entité. La lettre qui doit être préparée par la direction est envoyée par l'auditeur doit demander au conseil juridique de communiquer sa réponse directement à l'auditeur. Lorsqu'il se peut probable que le conseil juridique réponde à une demande générale, la lettre indique généralement de façon spécifique une liste des procès et des contentieux, l'évaluation de la direction sur l'issue du procès ou du contentieux, ainsi que son estimation des implications financières, y compris des coûts concernés. Une demande à l'attention du conseil juridique pour qu'il confirme le caractère raisonnable des évaluations de la direction et fournisse à l'auditeur des informations complémentaires s'il juge la liste incomplète ou inexacte. Évaluation des participations à long terme et informations fournies les concernant. D'après le paragraphe 38 de l'ISA 501, lorsque les participations à long terme revêtent une importance significative au regard des états financiers, l'auditeur doit recueillir des éléments probants, suffisants et appropriés concernant leur valorisation et les informations fournies dans les états financiers les concernant. Paragraphe 39. En matière de participation à long terme, les procédures d'audit consistent généralement à recueillir des éléments probants visant à déterminer si l'entité est en mesure de les porter à long terme, à s'entretenir avec la direction pour déterminer si l'entité envisage de conserver l'édit investissement et à obtenir des déclarations écrites à cet effet. Le paragraphe 40 de l'ISA 501. Les autres procédures d'audit consistent généralement à examiner les états financiers des participations détenues et d'autres informations telles que les cours de bourse qui donnent une idée de la valeur de ces participations et à comparer ces valeurs à leur valeur comptable jusqu'à la date du rapport de l'auditeur. Paragraphe 41 de l'ISA 501. Si la valeur est inférieure à la valeur comptable, l'auditeur s'interroge sur la nécessité d'une provision pour dépréciation. S'il existe un doute sur la valeur réelle de la participation, l'auditeur détermine si les ajustements nécessaires ont été comptabilisés et ou si une information appropriée a été fournie dans les états financiers. F. Information sectorielle. D'après le paragraphe 42 de l'ISA 501, lorsque des informations sectorielles
revêtent une importance significative au regard des états financiers, l'auditeur doit recueillir des éléments probants, suffisants et appropriés concernant leur présentation et l'information fournie dans les états financiers conformément au référentiel comptable applicable. Paragraphe 43. L'auditeur confronte les informations sectorielles aux états financiers pris dans leur ensemble. En règle générale, l'auditeur n'est pas tenu d'appliquer les procédures d'audit qui seraient nécessaires pour exprimer une opinion sur ces informations sectorielles présentées isolément. Toutefois, le concept de caractère significatif couvre des facteurs quantitatifs et qualitatifs et les procédures de l'auditeur en tiendront compte. Paragraphe 44. L'auditeur s'entretient avec la direction des méthodes utilisées pour l'établissement des informations sectorielles et détermine si ces méthodes peuvent conduire à une information à fournir dans les états financiers, conformément au référentiel comptable applicable, et met en œuvre des procédures d'audit sur leur application. Pour ce faire, l'auditeur examine le montant des ventes, les transferts et les charges entre les secteurs, l'élimination des montants intersectoriels, fait des comparaisons avec les budgets et autres résultats attendus. Par exemple, les bénéfices d'exploitation en termes de pourcentage des ventes revoient l'affectation des actifs et les coûts entre secteurs, ainsi que la cohérence avec les exercices précédents, et s'assure du caractère adéquat des informations fournies dans les états financiers. Merci pour votre attention. Nous traiterons la prochaine fois la section 2, l'allocation du seuil de signification globale et la fixation de l'erreur tolérable.